Bonjour Dr Capon, merci de nous recevoir aujourd'hui à la CIFUD et on va discuter aujourd'hui de neuromodulation sacrée. Et sans plus attendre, la première question, la plus importante, quand est-ce qu'il est pertinent de commencer à évoquer la neuromodulation sacrée avec un patient? Bonjour Denis. Il est pertinent, si on suit les algorithmes, de proposer la neuromodulation sacrée lors de la prise en charge d'une situation d'hyperactivité vésicale, après échec de traitement de première intention et un bilan étiologique. J'ai une démarche un peu différente. On est quand même dans une médecine qu'on doit centrer sur le patient. On va un peu dépasser ces algorithmes très verticaux. Et donc moi, j'hésite pas à présenter la prise en charge à mon patient pour une hyperactivité vésicale très vite à la première consultation en lui disant que notre métier, c'est trois choses pour l'hyperactivité vésicale, j'ai l'impression. C'est faire un bilan étiologique. Alors, bilan étiologique, les grandes maladies. Bilan physiopathologique, si c'est pas une grande maladie, une anomalie de la vessie, etc. À quel point c'est un dysfonctionnement de ton cerveau, de ta vessie, bref, est-ce que c'est comportemental, etc. Donc là, c'est les hypothèses physiopathologiques. Donc je lui explique qu'on va faire ce travail-là. Et qu'après, si on ne trouve pas de cible étiologique, on proposera éventuellement des traitements de l'hyperactivité vésicale. Et donc, dès la première consultation, je vais leur dire que traiter l'hyperactivité vésicale, en tout cas les symptômes, pas l'étiologie, c'est éventuellement des médicaments pour calmer la vessie. Et ces médicaments, on peut les donner par la bouche ou directement dans la vessie. Et qu'on peut aussi faire de la stimulation nerveuse. Et que cette stimulation nerveuse, on la fait soit de façon périphérique, soit plus centrée, plus précisément sur les racines nerveuses de la vessie. D'accord, et donc justement, spécifiquement au sujet de cette thérapie, comment concrètement vous la présentez et son mode d'action? Concernant la thérapie, c'est donc un patient, c'est pas la première consultation, comme je le disais juste auparavant. Et donc c'est un patient, je pense, qui a déjà la notion que la stimulation nerveuse peut l'aider. Quand on va parler de la stimulation nerveuse par neuromodulation sacrée, on va lui expliquer qu'il faut mettre une électrode à proximité d'une racine nerveuse qui commande la vessie, qui se situe quelques centimètres sous la peau, en bas de la colonne vertébrale. Sur le mécanisme d'action, on lui explique que cette stimulation de la racine nerveuse va avoir un effet sur les centres de contrôle de la vessie, du besoin d'uriner, avec cette stimulation, on va moduler un peu ce contrôle de la vessie. Alors, il faut faire un peu, en fonction du niveau de chaque patient, il faut s'adapter, et on peut lui parler du contrôle cérébral, des différents niveaux de contrôle de la vessie, et lui dire qu'on sait que depuis qu'on stimule des afférences de la vessie, on sait que ça a tendance à calmer l'hyperactivité vésicale. Ok, et alors, l'autre question qui vient donc derrière immédiatement, c'est est-ce qu'il y a une adaptation à avoir dans le discours entre l'hyperactivité vésicale d'un côté et la rétention non obstructive de l'autre? On est dans des situations extrêmement différentes, effectivement. Ce que je dis aux patients en ce qui concerne la rétention non obstructive, c'est que le bilan il est extrêmement aussi important pour essayer de comprendre ce qui se passe et être sûr vraiment qu'il n'y a pas une obstruction mécanique, anatomique, et que c'est bien une obstruction, on dira fonctionnelle, parce qu'on dit rétention non obstructive, mais elle est souvent d'une façon ou d'une autre, et si c'est le sphincter très fort, c'est quand même le sphincter qui gêne la vidange. Toujours est-il que je considère vraiment à ce moment-là la neuromodulation sacrée comme une alternative au traitement de référence si on est en situation de rétention. Le traitement de référence, l'autosondage, qui doit rester le traitement de référence. Et donc je construis cette situation et je dis après au patient que, en fonction du déroulement, de son confort, etc., et de certains paramètres qui nous semblent être des facteurs de bon pronostic de la stimulation nerveuse, on peut essayer la neuromodulation sacrée tout en gardant à l'esprit que la neuromodulation sacrée doit avoir un résultat extrêmement intéressant sur la rétention si on veut que ça, entre guillemets, surpasse le traitement de référence qu'est l'autosondage. Donc c'est pas du tout la même façon de la présenter, c'est pas du tout la même gestion des patients. Concernant l'hyperactivité vésicale, voilà, c'est un peu un continuum et le fait de trouver une solution adaptée à chaque patient. Il y a des patients chez qui on peut aller beaucoup plus vite à la neuromodulation sacrée parce qu'on pense que c'est le mécanisme physiopathologique adapté à la neuromodulation. Et donc c'est un peu différent. Dans les situations où les patients expriment des inquiétudes vis-à-vis notamment de l'électrode, du caractère implantable du dispositif, est-ce qu'il y a des stratégies, des éléments de discours que vous adaptez, qu'on peut adopter pour justement réassurer ou rassurer les patients dans ce contexte?
Je pense que là, on est aidé par un discours précoce où la stimulation nerveuse fait partie du champ thérapeutique. C'est des patients qui vont parfois avoir eu de la stimulation tibiale. Et ça, mine de rien, ça les détend un peu vis-à-vis de ce concept de on fait de la stimulation entre guillemets électrique, quoi. Comment rassurer le patient? Moi, je lui présente le dispositif. Il est souvent rassuré par le fait que l'électrode soit toute petite taille. Je le rassure également avec le fait qu'il n'y a aucun risque neurologique. On ne paralyse pas un patient, on n'abîme pas une racine sacrée. Je le rassure avec quelques notions d'anatomie en disant que cette racine nerveuse, elle est quelques centimètres sous la peau. Et ensuite, je le rassure sur le caractère complètement réversible de la thérapie. On fait un test qui, dans la plupart des équipes, se fait sous sédation ou anesthésie générale. C'est en ambulatoire, c'est un geste court, c'est un geste qui est sous la peau, on dira, hein. C'est pas un geste très profond. Et on a cette phase de test de 15 jours où on voit le patient le nombre de fois que la situation le nécessite, et on va pouvoir adapter avec lui, se décider sur l'implantation, etc. Concernant l'implantation du dispositif permanent en cas de test positif, eh bien, on lui a présenté également. C'est une anesthésie locale, c'est un geste extrêmement court, 10 à 15 minutes. Et on lui dit aussi que cette stimulation nerveuse, elle existe depuis plusieurs décennies, que les dispositifs s'améliorent et qu'on a toujours un contrôle sur cette thérapie, même une fois que le boîtier est implanté, etc. Donc justement, dans le contexte global de la discussion, de la consultation, est-ce qu'il y a des supports, des éléments que vous utilisez assez facilement? Vous présentez des documents, des référentiels, il y a des choses, des outils sur lesquels vous vous appuyez pour la discussion? Je m'appuie, comme je vous disais, sur le matériel en lui-même que je présente au cours de la consultation. On peut aussi le présenter sur un écran, etc. On n'est pas obligé d'avoir le matériel en lui-même, mais j'aime bien le montrer, quoi qu'il arrive. Après, on peut utiliser la fiche d'information de l'AFU sur la neuromodulation sacrée, qui est très bien faite. On peut utiliser les outils de Medtronic, les livrets d'information, les brochures, qui permettent également d'expliquer aux patients correctement. Et puis, Medtronic a aussi développé des infographies, et donc on peut avoir ce format numérique, digital, qui aide à la compréhension de patients. Avant-dernière question, avant d'arriver au résumé, est-ce qu'il y a des informations spécifiques, des points très précis qui vous semblent indispensables à transmettre, notamment au sujet de la phase de test, la première phase de l'implantation? Où il n'y a pas vraiment de discours particulier à adopter, tout finalement vient avec l'indication et la préparation du patient. Concernant la phase de test, il y a des informations précises sur ce que le patient peut faire ou ne pas faire. Il y a une électrode qui est externe et qui impose à ne pas être immergé. Donc on ne peut pas prendre de douche directement à l'électrode ou prendre de bain. On insiste sur le caractère peu douloureux. On discute avec le patient sur l'arrêt de travail nécessaire ou pas, mais c'est beaucoup plus global dans le cadre de la prise en charge de l'hyperactivité viscale et de comment il veut vivre un peu son test de stimulation nerveuse. Ensuite, sur les informations plus pratiques, on va pouvoir discuter du risque d'infection du matériel qui est extrêmement faible. On parle de 5% à l'implantation du dispositif permanent, un taux un peu plus élevé chez les patients diabétiques. Et puis, on parle un peu des soins infirmiers qui vont être nécessaires sur cette plaie, avec des équipes qui fonctionnent différemment. Dans ma pratique, c'est des soins quotidiens, mais il faut les rassurer sur le fait que ce n'est pas une thérapie très lourde, très invasive, et que les soins infirmiers ne sont pas du tout extraordinaires. En conclusion, finalement, en quelques mots, qu'est-ce que l'urologue en formation doit savoir quand il commence à discuter de l'indication d'une neuromodulation sacrée? Quels sont, selon vous, les points clés, les points essentiels à retenir pour la question de l'indication? Je pense que pour l'hyperactivité viscale, on doit considérer que la neuromodulation sacrée fait partie de l'arsenal thérapeutique de l'hyperactivité viscale et que, certes, ça fait partie des options plus invasives que la prise d'un médicament ou une stimulation périphérique à la jambe, mais que ce n'est pas non plus une prise en charge qui est extrêmement invasive ou dangereuse ou très compliquée à organiser ou compliquée pour le patient. Donc je pense que c'est important de lui fournir une information qui lui permette de considérer la neuromodulation sacrée à sa juste valeur, c'est-à-dire un traitement efficace de l'hyperactivité viscale quand des éventuels traitements de première ligne ne le sont pas. Docteur Caroline Tué, bonjour. Donc on poursuit avec vous sur la neuromodulation sacrée et particulièrement autour de la question chirurgicale. Donc première question, comment procède-t-on pour la première phase de la chirurgie de la neuromodulation sacrée? Alors c'est une chirurgie simple qui se fait en ambulatoire, qui nécessite
pas mal de petits tips et détails qu'on va développer, mais c'est une chirurgie qui se fait sous sédation et anesthésie locale, qui dure 10 à 15 minutes en général de temps opératoire et qui effectivement, dans post-opératoire, est pas très douloureuse et permet rapidement de reprendre ses activités habituelles pour justement voir en routine ce que donne la thérapie sur sa vie de tous les jours et l'évolution de ses symptômes urinaires. Après la première phase vient donc une seconde phase, la phase dite d'implantation définitive. Y a-t-il des points techniques particuliers à cibler avant d'aborder proprement la technique? L'évaluation du résultat de la phase test, il est fondamental et c'est effectivement pendant 2-3 semaines, plus si on a besoin, une évaluation objective des résultats, quels que soient les symptômes qu'on va vouloir traiter, qui permettent de choisir si on va aller vers une implantation sous anesthésie locale du dispositif, et on va voir les différents tips ensemble dans une vidéo, ou si le test n'a pas fonctionné suffisamment pour le patient ou la patiente, et qu'on va retirer l'ensemble du matériel de manière très simple, sous anesthésie locale également en ambulatoire. Et donc justement, dans l'hypothèse d'un retrait, qui soit au décours de la phase de test ou même très à distance, y a-t-il des points ou des éléments techniques sur lesquels il faut être alerte pour le retrait du dispositif? Alors ça reste très simple, hein, c'est un dispositif qu'on peut retirer dans l'immense majorité des cas, presque toujours, mais voilà. Et de façon archi simple, si c'est à la fin de la phase de test et que c'est précoce dans les quelques semaines qui suivent, puisque les phénomènes de cicatrisation n'ont pas encore vraiment consolidé les choses. Le point plus technique, c'est si on veut retirer une électrode très à distance, des années plus tard, voilà, où là, il y a quelques petits tips très utiles et on va y revenir en détail avec les images. Alors nous allons commencer par voir une vidéo d'un premier temps de test de neuromodulation pour voir tous les tips. Alors le test se déroule sous sédation, hein, une légère sédation. Donc le protocole d'anesthésie, il est intéressant à communiquer à vos équipes. Le patient s'installe de lui-même, hein, il arrive à pied dans la salle opératoire et il s'installe confortablement sur le ventre dans une position qui est bonne pour lui. Le chirurgien fera une anesthésie locale, on va y revenir sur les points techniques. Et la sédation, c'est en fait du propofol qui est distribué à une concentration donnée progressivement. C'est important pour limiter le risque infectieux, hein, que ce soit en début de matinée et qu'effectivement le nombre d'intervenants, les ouvertures-fermetures de salles soient limitées. Voilà. Alors la table que vous avez à préparer, elle est simple. Il ne faut pas beaucoup d'instruments pour faire de la neuromodulation, hein. C'est quelque chose qui est une technique simple. Le champ d'isolation verticale est assez fondamental, je trouve, puisque comme ça, tout le monde voit tout ce qui se passe. On a une bonne communication avec les anesthésistes. Le petit tip, c'est effectivement la pince cochère qui permet de bien repérer l'endroit idéal de ponction S3. Alors souvent avec une pince cochère 16, vous avez dans vos boîtes du 14 ou du 16 cm, eh bien on n'est pas loin de la vérité et ça vous permet effectivement de repérer, voyez, à 1 cm, 1 cm et demi de part et d'autre de la ligne médiane, de pouvoir repérer vos orifices de ponction et donc de faire l'anesthésie locale tout de suite à l'aplomb de vos futures ponctions. Faites aussi tout de suite l'anesthésie locale de la future connectique provisoire. Il n'y aura pas besoin de faire une grande incision. Et puis de la sortie de la connectique, comme ça a le temps d'agir tranquillement. Et vos anesthésistes pourront lever toute la sédation dès que vous aurez en fait largué votre électrode, puisque tout le reste, ce sera vraiment du geste sous-cutané de surface. Et vous voyez, là on est côté anesthésiste, on voit très bien aussi ce qui se passe et on peut adapter effectivement justement la sédation. Donc la ponction, vous voyez, quand on a utilisé la cochère et qu'on s'est bien repéré, on n'a pas besoin de changer l'ampli de plan, etc. Juste avec un plan sagittal, on repère du coup la profondeur de notre ponction et évidemment le site. Et puis effectivement, on ponctionne bilatéralement, sauf si bien sûr on a d'excellentes réponses dès la première ponction d'un côté, mais pour voir à quel seuil on a les meilleures réponses motrices. Alors S3, vous savez, c'est la flexion du gros orteil qu'on voit bien ici, et c'est le soufflet anal, hein, la contraction de l'anus, que vous voyez aussi également bien là. Et quand vous avez ces deux signes moteurs rassemblés, c'est que vous êtes forcément en S3, en stimulation. Et donc effectivement, après, on va choisir le côté où on a les réponses pour les seuils les plus bas. On introduit le guide, hein, simplement, c'est de la chirurgie percutanée, hein, toute simple. Et puis après, sur le guide, on va pouvoir mettre le dilatateur. Là, c'est important d'avoir bien incisé la peau pour avoir la place, bien sûr, de mettre le dilatateur, mais ensuite l'électrode, les petites ailettes, particulièrement chez les patients minces, avoir un peu de place.
Le dilatateur, vous l'enfoncez pas trop, il faut à peine passer la corticale interne, vous voyez, avec le repère, pas plus pour pas après risquer un faux chenal. Alors effectivement, vous voyez, on change de gants, on est très propre, on limite nos mouvements pour limiter le risque infectieux. Donc là, vous avez l'instruction de l'électrode, il faut qu'elle soit dirigée, la petite angulation vers le bas à l'extérieur. Et puis, on teste tous les plots, 0, 1, 2, 3, alternativement, pour voir à quel seuil cette réponse motrice apparaît. Et idéalement, pour que l'électrode soit bien positionnée, il faut que tous les plots répondent à moins de 2 mA. Et souvent, on a pour certains plots 0,3, 0,4. Et puis, effectivement, on a des plots moteurs souvent qui sont meilleurs que d'autres. Voilà. Là, vous testez alternativement, hein, donc il y a quelqu'un voilà, qui est au pied, qui fait les tests d'amplitude pour vous. Ensuite, le petit tip, c'est de laisser, voyez, le dilatateur en place pendant que vous allez tunneliser vers la connectique provisoire parce que ça limite vraiment le risque que votre électrode bouge avant que vous la larguiez. Et donc, vous contrôlez sa position pour qu'elle soit effectivement placée adéquate en fonction des réponses que vous aurez eues précédemment. C'est là où vous ajustiez un petit peu la profondeur si besoin pour vos réponses. Donc là, on a fait passer dans la connectique provisoire et puis on est en train de faire l'autre partie qui va du coup être vraiment le dispositif externe de phase test, hein, de l'extérieur vers l'intérieur. Vous voyez, on va faire le raccord temporaire. Et évidemment, la future pile, si le test est positif, sera sur l'incision où on est là. Là, c'est très important de bien enfoncer l'électrode. Vous le voyez, il y a les petits repères bleus jusqu'au bout, hein, pour être garanti que tous les plots sont bien connectés. Et puis, pour éviter que le dispositif s'engage un peu dans le tunnel que vous avez créé vers la latéralité, c'est pas mal de faire un petit chenal comme ça pour aller mettre votre connectique provisoire perpendiculaire, voilà, pas qu'elle s'engage un peu vers la sortie entre guillemets et que vous ayez plus de mal à la retrouver parce qu'elle sera un peu migrée pour le second temps, qui sera surtout, on le verra tout à l'heure, centré sur l'incision que vous avez entre les deux. Voilà, la fermeture, on l'a fait avec des fils non résorbables. Depuis qu'on fait ça, on n'a pas eu d'infection. Ça fait 3 ans, donc c'est vrai que c'est important, je pense. Certains fils résorbables font un peu des granulomes. Est-ce que ça peut faire de l'infection? Bon, ça fait partie des petites choses qu'on fait. Les pansements, c'est fondamental. Ça paraît bête, mais en fait, c'est le confort du patient. C'est un peu les cicatrices et les pansements, hein, un peu l'image de marque qui retient de votre chirurgie. Et pour garantir effectivement que ce soit bien propre, il faut s'appliquer à les faire. Et ensuite, ils sont refaits par les infirmières à Libéral tous les 2 ou 3 jours. On va y revenir, passer vers les petits détails. La neuromodulation, c'est simple, hein, mais c'est des petits détails qui sont importants. Le cliché, il faut vraiment le numériser dans le dossier. Si plus tard, vous avez une évolution des réponses, vous serez content de voir si l'électrode s'est déplacée un petit peu ou pas. Et effectivement, moi, j'ai l'habitude de noter, vous voyez, les seuils des plots de réponse, hein, 0, 1, 2, 3, là, vous voyez, 1, 2 à 1, 4 milliampères. Et puis, le côté, le dispositif, les programmes qu'on va faire en test. Et là, vous avez les modèles des ordonnances type, hein, que les patients ont en partant d'ambulatoire, avec effectivement des consignes pour les infirmières écrits partout, ne pas utiliser de ciseaux pour défaire les pansements, pas qu'elles coupent le câble en voulant retirer les pansements. Le test dure en général 2 à 3 semaines. On fait 2 à 3 programmes par semaine. Hein. On centre sur les meilleurs plots, c'est les meilleures réponses sensitives et c'est parfois corrélé au moteur aussi qu'on avait en post-op avec les réponses les plus basses. Alors, on va voir une vidéo d'un second temps positif, une phase d'implantation d'un interstimique sous anesthésie locale. Donc, c'est un temps qui est toujours sous anesthésie locale, hein. On rassure le patient, on lui met de la musique. On fait ça le matin tôt. On n'oublie pas l'antibioprophylaxie. On limite les entrées-sorties en salle, hein, comme tous les DMI. Et on commence tout de suite, vous voyez, dès que le badigeon est fait, par anesthésie locale. Comme ça, elle a le temps d'agir. L'anesthésie, elle a besoin d'être faite juste à l'endroit de la connectique provisoire où on va mettre la pile, pas ailleurs. Et c'est pareil, le champ opératoire, il peut être restreint à cette zone-là, voilà, qu'on repère bien avec crayon dermographique. On met un ioban, pareil, dans l'idée d'isoler un maximum et qu'il n'y ait pas de contact avec la peau. Du coup, le temps qu'on a mis tous les champs, l'anesthésie locale a eu bien le temps d'agir et les patients sont confortables. Souvent, il y a une infirmière à la tête qui discute avec eux. Ils ont un casque avec de la musique où on en met dans la salle et ils sont confortables. Alors, on coupe jamais un second temps. Ça m'est arrivé, hein, comme ça nous est tous arrivé, même si on en fait souvent, de couper une électrode. Donc,
je vous assure, faut jamais couper, on discise et puis effectivement au doigt, on va récupérer le petit cylindre de connectique provisoire et le câble qu'on coupe, c'est le gris clair, on coupe pas le noir, c'est important. Le noir, c'est l'électrode, le gris clair, c'est l'extension provisoire et donc ensuite, elle tombe en général toute seule ou l'infirmière la récupère. Après, eh bien, toujours sans jamais couper, vous faites la logette. Évidemment, pour un interstime micro rechargeable, la logette, elle est quasi déjà faite et toute simple. Pour un interstime X, il faut vraiment créer une logette confortable, que la peau soit pas sous tension. Et puis, on limite le nombre de gestes, on limite ses déplacements. Et puis, effectivement, j'essaye, moi, de jamais toucher la pile. On a changé les gants, bien sûr, et vous voyez, je la tiens avec une compresse. On enfonce bien l'électrode, vous voyez le repère bleu, jusqu'au bout du système. Vous voyez, il faut vraiment qu'on ait tous les repères bleus visibles, y compris dans la distalité. Et ensuite, eh bien, simplement, on met la pile, hein, et je trouve que le fer à bœuf, c'est l'instrument idéal pour placer la pile dans la logette que vous avez créée, puisque vous voyez, du coup, elle se met dedans sans souci. Bon, on ferme minutieusement, hein, il faut un bon plan sous-cutané, bien isolé. Ensuite, un bon plan cutané. Pareil, on utilise, comme pour le premier temps, du fil non résorbable, dans l'idée que ça peut limiter un peu ces granulomes qui feraient peut-être le lit de l'infection. Les pansements, importants, hein, et rapidement, eh bien, les consignes de sortie, simples pour les patients. Leur programmateur leur dit bien de revenir avec à chaque consultation chargée. Et on les voit 1 ou 2 mois en post-opératoire, puis ensuite on les voit tous les 12 à 18 mois. On a un protocole de coopération en place avec nos infirmières expertes qui voient les consultations de premier niveau, hein, alors encadrées avec tout un algorithme, mais qui du coup peuvent faire les ordonnances de renouvellement de traitement. Vous voyez, tout est cadré. Si les résultats sont stables, s'il y a une dégradation des résultats, qu'est-ce qui doit être le point de vigilance d'alerte et conduire à une consultation de niveau différent avec le médecin. Alors là, on va voir une explantation d'électrode, mais alors pas un test négatif, parce que ça c'est très simple, mais peut-être une électrode qui est là depuis longtemps avec de la fibrose. Donc de la même façon que pour un second temps, on repère tout de suite les incisions. On a bien regardé de quel côté était l'électrode S3, si c'est très ancien, ce compte rendu opératoire, et où est la cicatrice. Et puis très rapidement, on fait l'anesthésie locale, qu'elle ait le temps d'agir, le temps qu'on mette les champs. Et là, il faut vraiment une bonne anesthésie locale à l'aplomb de la ponction S3, ce que vous voyez là, et puis évidemment de toute la logette. Là, on n'a pas besoin de dioban, etc. Hein, c'est simple, on va retirer l'ensemble du matériel. Donc, on reprend d'abord le site de la pile qu'on va extraire très simplement. Souvent, elle est dans une petite coque, vous ouvrez la coque et puis vous l'attrapez simplement. Ça vous permet ensuite, en tractant un petit peu dessus, de repérer encore mieux où est votre électrode sous la peau, à l'aplomb de la ponction S3. Alors vous la gardez, pas perdre le petit bout, mais donc rapidement, il faut réinciser en face de la ponction S3 et récupérer l'électrode. Et le tips, c'est ça, c'est effectivement la sectionner et extraire les fils métalliques qui sont à l'intérieur de la gaine plastique. Vous voyez, progressivement, on tire dessus. Alors au début, on se dit, mon Dieu, ça va être pire, ça va tout se coincer. Et non, en fait, là, l'ensemble des fils à l'intérieur viennent. Et ensuite, vous allez pouvoir, ça libère mieux la gaine et vous allez pouvoir progressivement tracter sur la gaine plastique qui va venir dans son intégralité. Alors, faut y aller doucement, sentir s'il y a des petites résistances. Vous voyez, je fais des petits mouvements. Mais globalement, depuis qu'on est passé à cette technique qui n'est pas une traction de l'ensemble de l'électrode à l'aplomb également, eh bien, il y a très très peu d'échecs avec des électrodes dont certaines parties pourraient rester abandonnées et du coup poser des problèmes pour l'IRM plus tard. Donc là, vous voyez, comme ça, on a vraiment toute l'électrode et ça se passe comme ça presque toujours, on dit jamais toujours, mais presque toujours. C'est vraiment une bonne astuce. Et ce patient-là, pour l'histoire, il était guéri et donc il était tranquille. Il est très, très content. Voilà. Docteur Gardot, bonjour. On poursuit nos entretiens aujourd'hui avec vous sur la neuromodulation sacrée. Et donc sans plus attendre, la première question qu'on voulait vous poser, en quoi consiste et quels sont les objectifs de la programmation de la neuromodulation sacrée? Alors l'idée de la neuromodulation sacrée, c'est de créer un champ de dépolarisation au niveau d'une des 2 racines sacrées S3, puisque c'est une implantation qui se fait de manière unilatérale. Et donc l'objectif de la programmation, c'est de programmer à quel endroit va se faire ce champ de dépolarisation et de quelle manière il va se faire. Alors pour ça, on utilise dans la neuromodulation sacrée une électrode qui est une électrode quadripolaire, c'est-à-dire qu'il y a 4 plots qui vont s'appeler les plots 0, 1, 2 et 3. Et on va dans un premier temps déterminer à quel endroit de l'électrode, c'est-à-dire sur quel plot on va libérer le courant pour créer un champ de dépolarisation. Le courant va être libéré au niveau de ce qu'on appelle le plot moins, c'est la cathode, et l'objectif va être d'étendre
le champ de dépolarisation le plus possible en allant se positionner sur le plot qui sera le plus éloigné de cette cathode, donc de ce plot-. C'est ce qu'on va appeler le réglage bipolaire et c'est ce réglage-là qu'on va utiliser pendant la phase de test, ou en tout cas un de ces réglages-là qui sera de manière bipolaire. On peut, lorsque l'implant est implanté de manière définitive, aller vers un réglage qui sera monopolaire, où on aura un champ de dépolarisation qui partira d'un des pôles de l'électrode et qui pourra aller jusqu'au boîtier. Ça permettra d'avoir un champ de dépolarisation qui sera encore plus large. Mais retenons cette logique de la programmation bipolaire qui est celle de la phase de test. Et pour déterminer le plot-, les choses sont assez simples. On va, au moment de l'implantation, au bloc opératoire, déterminer ce qu'on appelle les réponses motrices, c'est-à-dire l'intensité à partir de laquelle on va avoir une réponse motrice sur chacun de nos plots. Réponse motrice S3 étant déterminée par une contraction de l'anus, qu'on appelle le soufflet anal, plus ou moins associée à une contraction de l'hallux. Sur chacun de nos plots, 0, 1, 2, 3, on va prendre soin de noter et de répertorier dans le compte-rendu opératoire, mais probablement aussi dans le courrier de sortie, les réponses motrices qui vont nous permettre de déterminer quel est le plot qui est positionné le plus près du nerf, c'est-à-dire le plot qui va entraîner une réponse motrice à la moindre intensité. C'est en général ce plot-là qu'on va utiliser pour les réglages et on va ensuite vérifier, une fois que le patient est réveillé en chambre, vérifier la réponse sensitive qui devra se faire normalement au niveau du périnée. Ça peut être au niveau de l'anus, ça peut être au niveau du centre du périnée, ça peut être parfois ressenti au niveau de la vulve, du vagin chez la femme, peut-être parfois au niveau des bourses chez l'homme. En tout cas, une réponse qui se fait au niveau du périnée et certainement pas dans les jambes, puisque ça, ce sera des réponses qui sont jugées non efficaces. Et donc, on va vérifier que cette réponse motrice s'associe bien à une réponse sensitive qui soit adaptée. Ça va être probablement notre programme de départ. Et on va pouvoir voir par la suite que, au-delà de ce programme initial, on va pouvoir avoir d'autres programmes. Le but étant d'essayer plusieurs programmes de simulation pendant la phase de test pour aller optimiser cette phase de test. À quels objectifs doit répondre la programmation de la neuromodulation? Il faut se rappeler qu'on a une phase de test qui est relativement courte. Aujourd'hui, ce qui est recommandé, c'est une phase de test qui va durer de 2 à 4 semaines. Et ça ne durera pas plus de 4 semaines. En fonction des organisations de chacun, il va falloir que dans ce temps-là, on soit capable d'essayer le plus de programmes possible, en tout cas les programmes les plus pertinents, pour être certain qu'à l'issue de la phase de test, on ait pu déterminer si le patient était répondeur ou pas à la neuromodulation sacrée. Aujourd'hui, le standard, c'est de faire des essais en polarité. Je vous ai parlé de cette meilleure réponse motrice, mais on va probablement essayer le meilleur plot répondeur et essayer aussi les autres plots qui parfois à la marge peuvent apporter une réponse clinique là où on n'en aurait pas avec le meilleur plot répondeur moteur et sensitif. Il y a d'autres stratégies qui commencent à se développer aujourd'hui où on va se dire je reste sur mon meilleur plot répondeur au bloc opératoire sur le plan moteur, je vérifie sur le plan sensitif que c'est bien une réponse satisfaisante et je vais pouvoir travailler sur les fréquences. Ça, c'est pas le standard aujourd'hui, mais c'est des choses qui sont en train d'arriver et sur lesquelles on est en train de montrer au CHU Lille qu'on a probablement à terme une meilleure efficacité de la neuromodulation en ayant essayé plutôt des programmes en fréquence plutôt qu'en polarité. Et donc concrètement, quand on parle de programmation, quels sont les paramètres que l'on doit évoquer et qui doivent ressortir? Aujourd'hui, il y a 4 paramètres qu'on est capable de régler. Il y a la polarité, c'est-à-dire déterminer à quel endroit le courant va sortir de l'électrode, au niveau de quel plot. Il va y avoir la fréquence, il va y avoir la durée d'impulsion et il va y avoir l'intensité de stimulation. Pour l'intensité de stimulation, c'est finalement le patient qui réglera l'intensité, en général au niveau subsensoriel, c'est-à-dire atteindre la réponse sensitive et probablement se mettre en général un petit peu en dessous, puisque cette réponse sensitive, elle peut parfois être vécue comme gênante, désagréable, voire douloureuse. Et on va souvent demander aux patients de se positionner juste sur cette réponse sensorielle ou en subsensorielle. La durée d'impulsion, en général, on n'y touche pas. Aujourd'hui, il y a très peu d'études qui montrent que c'est un intérêt d'y toucher. Aujourd'hui, elle est par défaut programmée à 210 microsecondes. Et c'est aujourd'hui ce qu'on maintient dans nos programmations. La fréquence, c'est quelque chose sur lequel on est en train de travailler. Par défaut, la fréquence de stimulation, c'est à 14 Hz. Il y a des équipes qui vont commencer à travailler sur de la haute fréquence, c'est-à-dire du 25 Hz, sur de la basse fréquence, du 5 Hz, pour aller chercher des efficacités différentes. Et c'est un paramètre qui a finalement été peu étudié, mais qui est en train d'émerger aujourd'hui dans la littérature comme étant potentiellement un paramètre intéressant pour modifier le profil d'efficacité de la neuromodulation sacrée. Et au-delà de la polarité, c'est un des paramètres sur lesquels on va le plus travailler aujourd'hui. Et justement, comment est-ce qu'on évalue cette efficacité? Quels sont les standards? Et puis, est-ce qu'il y a des marges d'amélioration, des choses qu'on peut faire pour
améliorer cette efficacité et son évaluation? Alors en termes de définition d'efficacité, parce que le sujet il est là, à l'issue de la phase de test, on va devoir acter avec le patient est-ce que notre thérapie est jugée efficace ou non efficace. Et la réponse elle va être binaire. Alors bien sûr, c'est une co-construction avec le patient, il faut l'avoir anticipé tant que possible avant l'implantation pour savoir quels sont nos objectifs. Mais clairement dans l'hyperactivité vésicale, qu'aujourd'hui est l'indication majeure de la neuromodulation sacrée, en tout cas dans la sphère urologique, les choses sont simples, parce qu'elles sont validées de manière consensuelle à la fois dans la littérature scientifique, mais aussi par la sécurité sociale pour avoir le remboursement de la neuromodulation sacrée. C'est une amélioration de 50% d'au moins un des paramètres du calendrier mictionnel. C'est-à-dire j'ai diminué mon nombre d'épisodes d'urgenturie, qui est le symptôme un peu princeps de l'hyperactivité vésicale, par 2. J'ai diminué le nombre d'émictions nocturnes par 2, etc. C'est comme ça qu'on va atteindre notre 50%. Alors, ce qui est intéressant, c'est que c'est un objectif a priori, et je connais peu de thérapies où on se fixe ensemble avec le patient un objectif a priori. Pour moi, l'intérêt, il est là, c'est qu'il y a un objectif a priori, c'est intéressant de le poser ensemble avant même la phase de test, pour qu'au moment des discussions, on l'ait déjà en tête avec le patient au moment où on va acter ou non de l'implantation. Au-delà de ça, 50%, aujourd'hui, on ne sait pas trop à quoi ça correspond, et probablement que ce 50%, il correspond finalement à aucun patient. Et qu'il faudrait aller dans les années qui viennent vers des objectifs qui sont un peu plus personnalisés. Mais retenons aujourd'hui que dans l'hyperactivité vésicale, c'est 50% d'amélioration sur les paramètres du calendrier mictionnel et ce sera exigé par la sécurité sociale pour que le remboursement soit bien assuré au moment de l'implantation définitive. Donc ça, il faut que ce soit tracé dans nos dossiers. Calendrier mictionnel avant la phase de test et à l'issue de la phase de test. Dans les troubles de la vidange vésicale, là c'est un peu plus compliqué puisque 50% d'amélioration, mais de quoi ? Du résidu post-mictionnel, du Qmax, du débit urinaire maximal, de la sensation éprouvée par le patient qu'on va avoir du mal à objectiver. Aujourd'hui, c'est un vrai sujet et on le voit dans la littérature, il n'y a pas de consensus sur ce que c'est que ce 50% dans le trouble de la vidange vésicale et c'est probablement encore quelque chose qu'on doit construire et probablement personnaliser là aussi parce qu'il y a pas un trouble de la vidange vésicale, mais il y a des troubles de la vidange vésicale avec des altérations soit du résidu post-mictionnel, soit de la débimétrie, soit de la sensation, avec des symptômes qui peuvent être très polymorphes, un retard à l'initiation de la miction, une sensation de devoir pousser, une sensation de mauvaise vidange, etc., etc. Et aujourd'hui, il est encore difficile de définir ce que c'est que notre standard en termes d'efficacité dans le trouble de la vidange vésicale. Finalement, dernière question pour nous, justement toujours autour de cette phase de test, comment est-ce que concrètement vous l'organisez et vous préconisez éventuellement d'organiser cette phase de test qui est cruciale dans l'indication pour l'implantation d'ailleurs définitive? À mon sens, la neuromodulation sacrée, elle a ceci d'intéressant qu'elle nous oblige à être dans une logique de parcours patient. Elle nous oblige parce qu'il va falloir prévoir l'implantation de l'électrode, il va falloir anticiper le deuxième temps dans un délai qui est assez court, de 2 à 4 semaines, il va falloir anticiper l'évaluation de l'efficacité dans cette phase de test. Et probablement que le mieux aujourd'hui, c'est qu'au moment de la programmation de la phase de test, on va programmer les temps qui suivent. Et c'est probablement comme ça que ça marche le mieux. Et c'est comme ça aujourd'hui qu'on va arriver à prendre en charge correctement nos patients. Il faut qu'il y ait une évaluation qui soit objective. Le calendrier mictionnel, c'est indispensable. C'est indispensable dans la prise en charge de tous les troubles vésico-sphinctériens. C'est encore plus indispensable dans la neuromodulation sacrée puisque dans l'hyperactivité vésicale, ça va être notre critère de jugement, c'est le calendrier mictionnel. Probablement que dans les troubles de la vidange vésicale, il va falloir aussi associer une débimétrie, associer une mesure du résidu post-mictionnel. Avec une limite, c'est qu'aujourd'hui, cette débimétrie et cette mesure du résidu post-mictionnel, elle se fait dans nos consultations, elle se fait dans des conditions qui sont souvent peu physiologiques et une interprétation qui est parfois difficile puisque le patient va vous dire à la maison, c'est incroyablement efficace. Aujourd'hui, en consultation, j'ai pas su uriner, c'était pas comme d'habitude, j'étais stressé, c'était pas le bon moment. Donc il va falloir, je pense, tracer cette débimétrie, mais il va falloir l'interpréter avec précaution dans l'usage qu'on a aujourd'hui de la débimétrie dans nos cabinets d'urologie, dans nos consultations. Et probablement qu'à terme, il faudrait qu'on aille vers de la débimétrie ambulatoire avec des débimétries répétées qui nous permettraient d'objectiver au mieux ce que c'est que cette vidange vésicale dans les conditions de tous les jours. Donc, bonjour professeur Perouin-Verbe, on continue avec vous cette série d'entretiens sur la neuromodulation sacrée. Et donc sans plus attendre, la question qu'on voulait vous poser aujourd'hui, elle tourne autour du suivi. Quel suivi pour les patients qui ont bénéficié de ce traitement? Alors, le suivi il est extrêmement important parce qu'effectivement, il faut qu'on s'assure de l'efficacité de la thérapie et que le patient tolère bien la stimulation, notamment qu'il n'y ait pas de douleur sur la stimulation. Donc, en termes de suivi, c'est essentiel à mon avis de les revoir dans les 3 mois qui suivent l'implantation
définitive. Et puis ensuite, on peut les voir à 6 mois, puis une fois par an lorsque tout va bien. En revanche, dès lors qu'on va être amené à modifier les paramètres de stimulation, changer les programmes de stimulation, je pense qu'il faut les revoir dans les 3 mois qui suivent assez régulièrement pour s'assurer que tout va bien, à la fois sur l'efficacité et la tolérance à la stimulation. Est-ce qu'il y a des modalités particulières que vous utilisez, un rythme, un calendrier, des outils? Sur quoi vous vous appuyez pour réaliser le suivi? Alors, la première chose quand on revoit le patient, c'est s'assurer que la thérapie fonctionne. Donc, les outils, c'est déjà discuter avec le patient et avoir son retour. Mais également, on utilise bien sûr le calendrier missionnel, qui est vraiment notre boussole. On le fait en pré-opératoire et ensuite après l'implantation. Donc ça, c'est un outil très simple et assez fiable pour vérifier l'efficacité de la thérapie. Après, sur le dispositif lui-même, il faut vérifier qu'il fonctionne, qu'il est bien en marche. Et au minimum, si le patient va bien, on s'assure de l'impédance du circuit, de la durée de vie de la batterie. Après, si le patient n'est pas assez satisfait, on peut modifier les programmes. Et là, on rentre un peu plus en profondeur dans le système. On va vérifier les paramètres du dispositif en termes d'intensité. Si besoin, on modifie le programme. Et là, il y a beaucoup de subtilité pour le modifier. On peut modifier l'intensité, la fréquence. Ça, c'est une première chose. Si le patient était répondeur à la thérapie et qu'il ne l'est plus secondairement, il faut refaire un test de sensibilité, c'est-à-dire vraiment retester l'électrode en elle-même pour pouvoir ensuite adapter le meilleur programme pour notre patient. Est-ce qu'il y a des perspectives que vous voyez se dessiner sur les modalités spécifiques du suivi de la neuromodulation sacrée, des relais ou des personnes qui doivent être clairement identifiées dans le cadre du suivi des patients? Alors ça, c'est une excellente question parce que on l'a vu à la fois dans le rythme de suivi et puis les modalités. C'est un suivi qui peut prendre du temps, des consultations qui sont longues. Et puis, on a aussi une file active de patients au fur et à mesure que l'on fait cette activité qui va augmenter. Donc, c'est une activité qui est chronophage. Donc, une première question pour optimiser ce suivi, ça peut être de proposer de regrouper les patients pour faire une consultation dédiée. Et puis la question très rapidement qui va se poser quand on fait ce type d'activité, c'est est-ce que l'on peut déléguer ce suivi? Et donc ça, c'est tout à fait possible. On peut très bien imaginer une délégation de compétences, d'avoir des infirmières spécialisées, par exemple, qui vont assurer cette consultation en parallèle de la nôtre. Et ça nous permet vraiment de gagner du temps et d'optimiser le suivi patient, voire de le personnaliser. Et dans le futur, on peut aussi imaginer d'autres façons d'optimiser les choses. Si on a des activités groupées de neuromodulation sacrée avec les chirurgiens digestifs, par exemple, qui aussi peuvent implanter la thérapie dans le cadre de l'incontinence fécale, on peut très bien imaginer avoir des consultations groupées pour tous nos patients, aussi avec des infirmières dédiées expertes sur la thérapie.